Alors, Madame Touaria-Gaillard, vous êtes sociologue, vous êtes responsable de recherche et des partenariats scientifiques à l'Observatoire de l'emploi à domicile. Et vous avez, en guise d'ouverture, à répondre aux questions, voire récriminations qui ont déjà été données sur la loi 2002. Normalement, 20 ans, c'est le bel âge, mais là, 20 ans où loi, comme on nous a dit Salvatore Stella, texte utopique, insuffisant ou mal adapté, une loi qui ne nous a pas fait évoluer, une loi qui nous a fait évaluer. Enfin, la loi 2002 semble en avoir pris pour son grade. Alors, restreint-on cette loi sous l'angle purement technique, avec ses outils? Qu'a-t-on à en retenir? Est-ce que cette loi peut encore guider le secteur social, elle qui avait vocation à le rénover il y a 20 ans de cela? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Et en guise d'avant-propos, permettez-moi d'abord de vous dire, c'est peut-être un peu convenu, et je ne veux pas que ce soit entendu comme tel, c'est peut-être un peu convenu de vous dire que j'ai énormément de plaisir aujourd'hui à être présente devant vous et à vous faire part de résultats de recherche qui m'ont occupée pendant de nombreuses années, pendant un long travail de thèse de sociologie qui portait sur la protection de l'enfance. Le plaisir d'être devant vous, le plaisir et l'honneur de pouvoir vous présenter ces résultats, parce que on a rarement l'occasion de pouvoir restituer les résultats de son terrain aux professionnels qui est au front chaque jour auprès des familles, auprès des enfants. Donc c'est un grand honneur pour moi de le faire et je vous remercie infiniment de cette invitation dont je prends pleinement la mesure. Le plaisir, l'honneur, mais aussi un petit peu d'appréhension, j'avoue, et d'humilité, l'humilité qui doit accompagner ces réflexions, parce que effectivement c'était un travail théorique, il y a eu un travail de terrain aussi très conséquent, mais il n'en reste pas moins que c'est vous qui êtes encore une fois au front auprès de ces familles et de ces enfants, et que pour cette raison, je tiens à vous dire à quel point je suis humble et que je dois faire preuve d'humilité. Donc c'est avec beaucoup de modestie que je vous propose ce petit voyage dans le temps, tel qu'il m'a été demandé de le reproduire aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment s'est construite la participation des usagers en protection de l'enfance. Alors, je suis sociologue de formation et la sociologue que je suis s'attache à expliquer le social par le social, à montrer comment les faits d'aujourd'hui, ce que l'on prend pour acquis aujourd'hui, sont en réalité des constructions sociales. On dit en sociologie qu'il n'y a rien de naturel, rien ne va de soi, tout est construit et tout est élaboré progressivement. Alors avant de se demander comment s'est opérée la mutation du travail d'accompagnement et les changements de paradigme, et je remercie beaucoup les acteurs ou les professionnels, je ne sais pas s'ils sont et acteurs et professionnels, qui nous ont donné cette scénette à voir au départ avec le mime de l'accompagnement, le mime de Guy Desvers. Donc vous avez illustré, mis en acte, ces mutations du travail social. Effectivement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire à la place des gens, des familles et des enfants, mais bien évidemment les accompagner. En tout cas, c'est en théorie ce qu'il est proposé de faire par les textes. Et donc, la mutation de ce travail d'accompagnement, ces changements de paradigme, avant de les interroger, avant de voir comment ça s'est opéré, on peut se demander d'abord comment la société française est passée de la puissance paternelle, qui était sédimentée dans les textes et dans les actes et dans les mentalités, la puissance paternelle a progressivement l'enfant, objet de toutes les attentions sociales, objet de la sollicitude. En d'autres termes, il s'agit de se demander comment l'histoire nous amène à justifier les interventions ou l'intervention sociale au sein des familles. Comment et pourquoi l'État, les pouvoirs publics interviennent dans les familles. Pourquoi, par exemple, un avocat général peut dire au procès des parents d'une enfant qui est morte par leur fait de ses parents, comment un avocat général peut dire, je cite, « Tiphaine, on a plus de droits sur elle que vous. Elle nous appartient à tous parce que c'est un enfant, parce que sa seule défense, c'était son regard. » Cet avocat général dit « Tiphaine nous appartient à tous ». Est-ce que ça signifie que le corps social aurait donc des droits sur l'enfant,
des droits plus forts que ceux, plus forts avec des guillemets bien évidemment, que ceux d'un parent biologique. Alors, pour reprendre le titre d'une sociologue qui s'appelle Martine Segalen et qui a écrit À qui appartiennent les enfants, on peut se demander effectivement à qui appartiennent les enfants. La phrase de cet avocat général dit clairement « Tiphaine nous appartient à tous ». À qui appartiennent les enfants et quel rôle reste-t-il à jouer aux familles si l'enfant appartient à tout le monde, si l'enfant appartient au corps social? Qui juge que ses parents ne sont plus ou ne sont pas capables d'exercer leur fonction parentale? Et par quels critères est-ce qu'on objective les compétences relatives à la fonction parentale? Quand on lit Durkheim, qui est un des pères fondateurs de la sociologie, on comprend un peu mieux le rôle que les parents doivent tenir. Il écrit ceci: le couple conjugal cesse alors d'être à lui-même sa propre fin pour devenir un moyen en vue d'une fin qui lui est supérieure. Cette fin, c'est la famille qu'il a fondée et dont il a désormais la responsabilité. Chaque époux est devenu un fonctionnaire de la société domestique, chargé comme tel d'en assurer pour sa part le bon fonctionnement. Fin de citation. Donc, dans cette définition, Durkheim signifie que les parents seraient mandatés pour accomplir une mission. Il utilise l'expression « fonctionnaire de la vie domestique ». Cette expression montre bien que les parents, en tant que fonctionnaires, ont une mission à réaliser. Et donc, ils ont une mission, finalement, qu'on pourrait qualifier de délégation de service public, dans les mots de Durkheim, fonctionnaire de la vie domestique. Selon lui, ou en tout cas à travers ce qu'il dit, on comprend que la famille aurait donc une fonction politique au-delà du biologique. Il ne s'agit pas de reproduire, il ne s'agit pas de faire des enfants, entre guillemets, mais il s'agit de revêtir une fonction politique, une mission éducative, et c'est la société qui mandate les parents pour, au travers de l'exercice de leur fonction parentale, garantir la réussite de cette mission éducative. Donc il y aurait quelque chose de structurellement commun, on peut le dire comme ça, entre les rapports familiaux et les rapports politiques. Préserver la famille, ce serait préserver l'ordre social. L'ordre public, ce serait préserver la société. Mais on voit bien toutefois comment les changements qui ont traversé le fait parental, entre guillemets, sont prégnants et la place que l'enfant a progressivement occupée dans la société. Alors, pour essayer d'objectiver un peu cette place, pour essayer d'objectiver ces changements, il a semblé que le meilleur indicateur pour saisir ces changements de regard sur la famille, ces changements de regard sur l'enfance, c'était de s'intéresser au droit, c'était de s'intéresser au texte de loi et à la production législative. Pas seulement le texte de loi une fois qu'il est publié, mais également toute l'élaboration législative dans les arènes, à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour essayer de comprendre ce qui s'est joué avant que la loi ne soit publiée et avant qu'elle s'impose, entre guillemets. Donc s'intéresser à la production législative, pourquoi? Parce que les lois nomment, elles proposent des qualifications. Et qualifier, c'est à la fois décrire et en même temps prescrire. Luc Boltanski, qui est un sociologue contemporain, nous dit que, je cite, « le processus de qualification est donc, dans un même mouvement, descriptif et normatif ». Fin de citation. Donc, nommer, c'est en partie dire comment faire et dire comment bien faire, entre guillemets. Donner la bonne façon de faire, entre guillemets. Donc, on vient de voir que la famille remplit une fonction sociale au-delà de la simple reproduction, et dans la mesure où elle remplit une fonction sociale, elle est alors évaluée, pour reprendre le terme qui a été utilisé, jugée, considérée en vertu de sa conformité aux normes. On a parlé d'une délégation de service public, entre guillemets, d'une délégation d'une mission qui serait dévolue à la famille. Eh bien, cette mission doit être évaluée, jugée, considérée en vertu de ce qu'elle se conforme aux normes qui sont dominantes, entre guillemets.
c'est-à-dire des normes qui sont socialement admises. Donc, en société, quand on ne se conforme pas aux normes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sanctions. Il y a des sanctions, l'écart à la norme est sanctionné, avec une graduation, bien évidemment, en fonction de la gravité de la sanction qui a été faite, en fonction de la gravité de l'entorse, entre guillemets encore. Et cette sanction peut aller de la sanction symbolique à quelque chose de plus coercitif. Bon, les sociologues ont bien documenté ça. La sanction, ce n'est pas seulement mettre en prison, il peut y avoir différentes formes de mettre à l'écart, de sanctionner cet écart à la norme, au fait que la personne ne s'est pas conformée à ce qui était attendu d'elle selon les normes dominantes dans le lieu, l'époque, la société donnée. Donc, s'agissant des familles, comment est-ce qu'on sanctionne, comment est-ce qu'on signale cet écart à la norme ? Et quelles sont donc les attentes normatives vis-à-vis des familles? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est jugé normal, toujours entre guillemets, puisque le terme normal peut être sujet à beaucoup de développement, qu'est-ce qui est jugé majoritairement acceptable, convenable, en un temps et en un lieu donné? Alors donc, pour essayer de saisir ces attentes sociales, pour essayer de comprendre comment la participation des usagers peut se construire et peut s'opérationnaliser en protection de l'enfance, on va se pencher sur les lois et leur processus de fabrication. Pourquoi? Parce que ces lois nous donnent accès, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux raisons morales, aux raisons politiques qui ont motivé les changements. Pour quelles raisons est-ce qu'à un moment donné, le besoin de légiférer est apparu? Ensuite, parce que les lois nous donnent accès aux outils dont une société va se doter pour réguler les comportements. Et en même temps, les textes permettent de révéler en creux les attentes normatives vis-à-vis de la société. Mais du texte à la réalité, de la réalité au texte, il peut se passer des décennies. On le voit avec cette journée dédiée à la loi de 2002 et aux questions qui sont relatives à l'application de cette loi et à sa transformation par les pratiques, etc. Il peut se passer énormément de temps, des décennies. Alors, pour essayer un petit peu de saisir cette évolution et pour pas vous assommer avec une chronologie qui serait beaucoup trop longue, on va exhumer quelques textes législatifs et on va considérer plutôt des grandes étapes qui vont nous emmener bien avant 2002. Bien avant 2002, et on va remonter pour essayer de comprendre comment on est passé de la puissance paternelle à l'enfant objet de toutes les sollicitations. On va remonter au 19e siècle, et avant la loi de 1889, avant que l'enfant soit considéré comme un être vulnérable. Eh bien, avant que l'enfant soit considéré comme un être vulnérable, il était sous le joug de la puissance paternelle. Sous le joug de la puissance paternelle, et il lui devait une obéissance aveugle, parce que le père était le garant du maintien de l'ordre familial et donc du maintien de l'ordre social, comme on l'a vu. Il y a une homologie de structure entre rapports familiaux, rapports politiques. La famille, c'est une petite société en miniature, et donc si tout se passe bien dans la famille, c'est plutôt la base pour que l'ordre social fonctionne correctement. Donc ça, on est avant la loi de 1889. Et la loi du 24 juillet 1889 va opérer une véritable révolution. Il n'est pas nécessaire de dire qu'avant, ça c'est dans l'imaginaire collectif et on le sait tous, le père avait quasiment droit, en tout cas dans le droit romain, droit de vie et de mort sur ses enfants. Heureusement, on en est loin aujourd'hui, mais il a fallu du temps, il a fallu beaucoup d'étapes successives, et en juillet 1889, il y a une véritable révolution qui s'opère. Mais cette révolution, elle s'est opérée après 8 ans de débats parlementaires. Il a fallu 8 ans pour que cette loi du 24 juillet 1889 voie le jour. 8 ans, ça veut dire que ça nous fait remonter à 1881. Théophile Roussel et d'autres sénateurs prennent la défense des enfants moralement abandonnés, c'est-à-dire les enfants moralement abandonnés. Il s'agit d'enfants qui ont une famille, mais qui ne sont pas réellement protégés par cette famille. Théophile Roussel affirme qu'il n'est pas possible d'améliorer, je cite Théophile Roussel, il n'est pas possible d'améliorer le sort des enfants maltraités sans toucher à la puissance maternelle, source des plus monstrueux abus. À la même période, le ministre de la Justice va créer une commission extra-parlementaire relative à la protection de l'enfance et va affirmer
sans porter atteinte, je cite, sans porter atteinte à l'autorité maritale, il s'agit de limiter l'autorité du père indigne sur ses enfants. Limiter l'autorité du père indigne sur ses enfants. Pour en arriver là, sachant d'où l'on vient à ce moment-là, il s'agit d'une véritable révolution. Mais ça ne s'est pas fait calmement, parce qu'il y a les traditionalistes d'un côté, les progressistes de l'autre, ça s'affronte énormément, je vous rappelle, 8 ans pour arriver à la loi de 1889. Pour les traditionalistes, de quoi s'agit-il? Mais l'intervention publique dans les familles équivaut à une mort civile du père. C'est la fin de la magistrature domestique paternelle. Ça veut dire que, nous dit un sénateur, très clairement, le but de la loi, ce sont ces mots, René Béranger, le but de la loi est de donner des droits à l'État. Ce sont tous les enfants pour lesquels la loi est faite. Et ce serait l'État devenant le père universel de tous les enfants placés sous sa protection. En d'autres termes, il nous dit qu'on tue le père, c'est la mort civile du père, et donc maintenant c'est l'État qui devient le père de tous les enfants. Ça nous fait penser à la phrase de l'avocat général au procès des parents de Tiphaine qui dit « Tiphaine nous appartient à tous ». Donc c'est l'État, père universel de tous les enfants, et donc tous les enfants placés sous sa protection, nous dit-il. Mais pour les progressistes, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de faire de l'État le père de tous les enfants et de tuer la famille. Il ne s'agit pas de nuire au père, il ne s'agit pas de prendre la place du père, pas du tout. Mais on voit que cette loi va inverser, bouleverser les hiérarchies domestiques. La déchéance de la puissance paternelle au plan civil est l'étape la plus importante de cette nouvelle prise en compte de la vulnérabilité infantile. Donc, ce texte est complété, donc le texte de 1889 va être complété 9 ans plus tard, vous imaginez le temps, donc les enfants ont largement le temps de devenir adultes, 9 ans plus tard, par la loi sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants. C'est la loi du 19 avril 1898. À cette période, le pouvoir du père est central dans les préoccupations politiques et sociales relatives à l'enfance. Mais il devient de plus en plus clair qu'un enfant coupable est d'abord une victime. Ça va nous faire penser à l'ordonnance de février 1945, bien plus tard. Mais l'enfant coupable est d'abord une victime. Les enfants deviennent un, entre guillemets, bien national. Et leur protection justifie l'intervention publique plus grande encore, et une intervention publique dans les familles. René Béranger, donc le sénateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le rapporteur du projet de loi qui deviendra la loi de 1898, propose, et là encore c'est une révolution, de retirer un enfant qui vivrait dans un environnement jugé délétère. Il dit « Les tribunaux pourront ainsi enlever le droit de garde aux parents et le confier à d'autres, sans toucher autrement la puissance paternelle. » Ça veut dire qu'on ne va pas déchoir les parents de leur droit, entre guillemets, sur leurs enfants, de leur puissance paternelle, puisque c'était comme ça avant de l'appeler autorité parentale, mais, là en tout cas c'était la puissance du père de toute façon, mais on peut le confier à d'autres dans l'intérêt de l'enfant. Donc maintenant, on s'approche du XXe siècle et on voit que plus on s'approche du XXe siècle et plus la délinquance juvénile se dépénalise. Le code pénal fixe dorénavant en 1906 la majorité pénale à 18 ans et c'est déjà en soi une première mesure de protection de l'enfance. On continue notre progression, on arrive en 1935. En 1935, il y a 2 décrets qui paraissent et qui vont modifier la loi de 1889. Le premier texte, le premier décret donc de 1935, dispense, ça paraît tellement évident maintenant, mais il fallait encore l'écrire, il fallait encore que ça émerge à la conscience collective et que ce soit sédimenté dans un texte. Le premier texte, donc ce premier décret, dispense de l'obligation alimentaire les enfants dont les parents ont été déchus de leurs droits vis-à-vis d'eux. Il est écrit, je cite, « Il paraît anormal
que des parents indignes, qui se sont parfois laissés à commettre des crimes sur la personne de leur enfant, puissent un jour exiger d'eux le versement d'une pension. L'obligation alimentaire est en quelque sorte la contrepartie des bons soins que l'enfant a reçus de ses parents et des frais nécessités par son éducation. Elle ne se justifie plus si sa cause a disparu. Donc en fait, l'enfant, si ses parents n'ont pas été en mesure de l'accompagner et d'œuvrer pour son bien, n'est pas redevable, n'est plus redevable. L'obligation alimentaire ne s'applique plus. Le deuxième décret de 1935 va modifier les cas de déchéance de la puissance paternelle parce que le législateur trouvait que la loi était trop dure et pas assez applicable. Donc, dorénavant, des mesures sont proposées, je cite, qui n'auront aucun caractère de déchéance à l'égard des parents, mais qui tendront à les aider, à les faire conseiller dans l'exercice de leurs devoirs d'éducation de leurs enfants. Vous voyez, le deuxième décret dit on ne va pas déchoir les parents de leur autorité parentale, on ne va pas les retirer de la vie de l'enfant, mais en revanche, on va tendre à les aider, à les conseiller dans l'exercice de leurs devoirs d'éducation de leurs enfants. Et là, ça va vous rappeler quelque chose, puisque le texte est écrit comme ça. Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant sont compromises ou insuffisamment sauvegardées par le fait des pères et mères, une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise par le président du tribunal sur requête du ministère public. Cette surveillance ou cette assistance sera exercée par le personnel soit des services sociaux, soit des institutions agréées par l'autorité administrative ou le tribunal, ou encore par des particuliers qualifiés, notamment par les assistantes sociales ou les visiteuses de l'enfance. Fin de citation du texte. On a là le principe de l'action éducative en milieu ouvert qui apparaît. À la Libération, la date majeure qu'on a tous en tête, qui est majeure dans l'histoire de la protection de l'enfance, c'est celle de l'ordonnance du 2 février 1945, où là, l'éducatif prime sur le répressif. L'enfant est d'abord une victime avant d'être coupable. Et paradoxalement, on s'est rendu compte que finalement, c'est quand l'enfant avait commis un délit qu'il était finalement peut-être le mieux protégé par la société. Décembre 1958, l'ordonnance relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger s'ouvre sur ce paradoxe-là. Des enfants qui auraient commis un délit seraient mieux protégés, donc il faut que l'on agisse collectivement. Et donc on insiste sur le fait que des enfants qui auraient été malheureux sont plus exposés au risque de commettre des actes de délinquance. Et donc c'est pourquoi l'ordonnance va statuer sur les modalités d'intervention dans les familles. Il s'agit de l'assistance éducative. L'article 375 du Code civil, que l'on connaît bien, dispose que les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises peuvent être l'objet de mesures d'assistance éducative. Donc, notre périple, on a brossé à très grands traits cette évolution, on est passé de la puissance paternelle et progressivement, les lois se sont intéressées et ont donné des outils pour que l'enfant soit protégé dans sa famille contre ceux qui sont dans l'imaginaire collectif censés être les plus à même à protéger l'enfant. Donc, la société s'est dotée de ces outils et ça nous amène progressivement à la réforme de la protection de l'enfance de 2007 qui marque un tournant important qui a été souhaité par des élus, qui a été souhaité par des magistrats, des professionnels de la protection de l'enfance. L'action judiciaire devient subsidiaire à l'action administrative. On recherche l'adhésion des familles. Et la judiciarisation n'intervient que lorsque l'adhésion n'est pas possible ou en cas de danger avéré pour l'enfant. L'enfant prend une place centrale dans la loi, puisque dorénavant, on parle de ses besoins fondamentaux, et encore plus avec la loi de 2016. Son intérêt et la prise en compte de ses besoins physiques, intellectuels, sociaux, affectifs et le respect de ses droits sont mis maintenant en avant de façon inédite, dans les textes de loi en tout cas. Et avec 2007, le projet pour l'enfant va formaliser les attentes et les actions relatives à la protection de l'enfance et rappelle l'importance de la collaboration avec les familles, l'importance de faire adhérer les familles aux mesures qui les concernent et qui concernent leur enfant. Mais ces changements qui mettent l'enfant au cœur des dispositifs et qui considèrent en premier lieu
son intérêt supérieur? Est-ce que ces changements ont réellement eu des effets en matière de parentalité? Est-ce qu'il est possible de concilier intérêt et protection de l'enfant avec, entre guillemets, les droits de ses parents? Donc, on vient de voir que la famille, depuis longtemps, est sous le regard des institutions publiques et que la régulation familiale, les enjeux de la parentalité ont traversé les politiques publiques. Mais à ces évolutions, il faut ajouter le nouveau regard porté sur les usagers de ces politiques sociales en général et sur les parents d'enfants protégés en particulier. On voit que progressivement, la notion d'usager a émergé et a modifié les interactions entre les agents des services publics et les bénéficiaires de ces services. Mais ça paraît de prime abord compliqué, difficile d'articuler le droit des usagers et le droit des parents d'enfants protégés qui, parfois, ne sont pas à l'origine des interventions socio-éducatives. Pour essayer de comprendre, je vous propose 3 temps. Premièrement, on va essayer de voir comment s'est construite cette catégorie d'usagers et à quelles exigences cette catégorie est supposée répondre. Deuxièmement, on va s'intéresser aux parents d'enfants protégés afin de saisir les particularités de la mise en œuvre de ce droit pour les familles dans un cadre qui peut parfois être contraignant et contraint. Et dans un troisième temps, on va envisager les formes de résistance que peuvent mettre en œuvre les familles. Donc, une première étape qui est importante dans la construction du droit des usagers, c'est celle de décentralisation. Avec la loi du 2 mars 82 relative aux droits et aux libertés des régions, départements et communes, on voit que dès le début des années 80, les conseils généraux, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque, les conseils généraux deviennent les acteurs principaux d'une nouvelle organisation dans une logique de proximité avec les usagers, dans une logique de proximité avec les administrés. On va voir comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre, pour essayer de garantir en fait une adéquation entre la réponse une adéquation entre la réponse institutionnelle et les besoins locaux, les problèmes locaux. Donc la décentralisation permet justement de raccourcir et d'alléger les relations entre les administrés et les institutions et de simplifier les parcours. En général, on parle des relations au service public de manière générale. Avec la décentralisation, l'administré devient un usager. En 1985, un professeur d'université, spécialiste du droit public, qui s'appelle Jacques Chevalier, écrit « L'image de l'administré n'est que le négatif de l'omnipotence administrative. Celle de l'usager est le révélateur de la soumission de l'administration aux impératifs de sa fonction. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe de l'administré qui est sous le joug d'une administration omnipotente à l'usager qui devient un acteur autonome. Il n'est plus l'administré soumis aux règles de l'administration, il devient un acteur, un usager des services publics. C'est postulé en fait que devenir un usager des services publics, ça signifie qu'on peut se défendre, entre guillemets, face aux administrations. Si je suis dans un rapport égalitaire avec l'administration, j'ai le droit au contradictoire, quelque part. J'ai le droit de pouvoir dialoguer avec l'administration. On ne m'impose pas une décision de façon verticale. Donc pour cela, il faut aller au-delà du principe. Il ne faut pas seulement dire on passe de l'administré à l'usager, mais il faut créer des outils qui permettent à cet administré de devenir un acteur autonome. Et donc en 1973, sera créé le médiateur de la République. Cet médiateur de la République, ça va dans ce sens où les citoyens peuvent venir faire part de leurs doléances. De même, la création de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, en 1978, qui va faciliter le droit à l'accès à l'information aux documents administratifs de caractère non nominatif. Donc, la Commission d'accès aux documents administratifs, elle est créée pour garantir cet accès. Elle est créée pour permettre aux personnes de savoir ce qu'il y a dans leur dossier, ce qui est relativement pratique quand on veut contester une décision, par exemple. La loi du 11 juillet 1979, qui est relative à la motivation des actes administratifs,
va dans ce sens aussi. Elle dispose que les personnes physiques ou morales doivent être informées des décisions qui ont été prises pour elles, pour le dire vite, dans des délais corrects, de façon à pouvoir réagir. Mais ces avancées ont été longues à obtenir. On voit que ça n'a pas été simple du tout. Et les parlementaires, les débats ont montré qu'il y avait quand même pas mal de réticences. Un parlementaire dira, par exemple, il n'y a pas de réelle démocratie sans vrai droit à l'information. Dans les années 2000, la terminologie évolue. On ne parle plus de relation entre l'administration avec le public, mais on parle de droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. Droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, c'est la loi du 12 avril 2000. Donc, être usager des services publics, ce n'est plus subir les décisions comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est entretenir un rapport égalitaire vis-à-vis des administrations. On est en 2000, 12 avril 2000. 2022 n'est plus très loin. Et donc ces changements de perspective vont vraiment s'imposer dans le texte, et avec la loi de rénovation de l'action sociale et médico-sociale, qui hérite de ces modifications, on voit que le droit des usagers a clairement évolué. Dans la loi du 12 avril 2000, dans son titre, il est nommé, il est clairement dit « citoyen ». Eh bien, le terme de citoyen, citoyenneté, est repris et rappelé dans le texte de la loi de 2002, du 2 janvier 2002, qui rénove l'action sociale et médico-sociale. Donc, même si cette loi est héritière de la loi de 1975, qui était relative aux institutions sociales et médico-sociales, là, dorénavant, les objectifs sont ambitieux et les domaines d'action larges. On pense notamment à l'article 2 de cette loi, qui a pour objectif de promouvoir l'autonomie et la citoyenneté. Donc, en matière de protection, la loi 2002 apporte de grands changements, puisque, comme il a été rappelé en préambule de cette journée, tous les outils qui ont été créés l'ont été à cette période. En tout cas, de nombreux outils l'ont été à cette période. Et cette lente évolution qui a abouti à la loi 2002 s'observe également dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, on a parlé des droits des usagers en général. Maintenant, le droit des usagers en particulier. Et j'ai été sommée d'être rapide, donc je vais être rapide. Est-ce que les parents d'enfants protégés sont des usagers comme les autres, pour le dire rapidement? On comprend qu'il est compliqué dans certaines situations, notamment en cas d'intervention contrainte et de procédures judiciarisées, de désigner des parents d'enfants protégés comme des usagers des institutions sociales. Et le terme de bénéficiaire, pour les familles que j'ai rencontrées dans le cadre d'un travail doctoral, leur semblait difficile à mettre dans leur bouche et à s'approprier. Ils ne se vivaient pas, pour certains d'entre eux, ne se vivaient pas comme des bénéficiaires ou des usagers des services publics, notamment quand ils n'avaient pas été à l'origine de l'intervention socio-éducative. Les expériences peuvent être radicalement opposées, diamétralement opposées dans d'autres situations familiales où, au contraire, les actions, les interventions socio-éducatives sont vécues comme une bouée de sauvetage, comme un rempart parfois contre sa propre famille quand il y a des difficultés, et puis contre un rempart pour cette difficulté de vie en général. Donc bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que tous les parents d'enfants protégés ne se vivent pas comme des bénéficiaires des services publics, comme bénéficiaires des interventions socio-éducatives, loin de là. Mais pour certains d'entre eux, il est difficile de s'approprier cette dénomination. Et plusieurs rapports publics ont montré, on pense au rapport Biancolami au début des années 80, que, disent-ils, l'aide sociale à l'enfance à cette époque, dans les années 80, ils disent que l'aide sociale à l'enfance a beaucoup évolué et progressé depuis Saint-Vincent de Paul, dont elle est la lointaine héritière, nous disent-ils, Biancolami. Tous les enfants, mais malgré tout, ces résultats ne sont pas entièrement satisfaisants. Trop d'enfants sont retirés à leur famille sans qu'on ait pu apporter tous les moyens qui pourraient permettre à la famille de les garder. Trop souvent, aussi, une fois l'enfant placé, la famille reste livrée à elle-même avec ses difficultés. Trop de décisions sont prises sans que l'enfant et sa famille aient eu leur mot à dire. Ça, ce sont les mots du rapport Biancolami des années 80. À la suite de ce rapport, une circulaire
qui est relative à la politique de l'aide sociale à l'enfance, qui va en modifier le fonctionnement. Mais pour autant, à cette période-là, le droit des familles concernées ne s'apparente pas encore tout à fait à celui des usagers des autres services. On attend la loi de 84, c'est Georgina Dufoy qui est secrétaire d'État à la famille, qui participe à la rédaction de la circulaire, bref, qui préfigure la loi de 84. Cette loi de 84 relative aux droits des familles dans leur rapport avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance. Les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance. Avec l'intitulé, ne serait-ce qu'avec l'intitulé, on voit l'étape qui a été franchie. On comprend que là, le législateur ne cherche pas à protéger l'enfant de sa famille, il ne cherche pas à protéger l'un contre l'autre, mais bien les deux à la fois. Et donc, je passe ce que je voulais vous dire à ce propos, pour aller plus rapidement sur le fait que, on l'a vu au cours de cette présentation, être parent va imposer certains comportements aux individus et va autoriser les pouvoirs publics à entrer dans la sphère privée pour réguler la famille si besoin. Et pour Irène Théry, qui est sociologue, on assiste à, dit-elle, un nouveau pacte de filiation. Et ce pacte de filiation est la combinaison de deux phénomènes pour Irène Théry. Un phénomène de responsabilité parentale qui implique d'assurer à l'enfant des soins et une éducation adaptée, un phénomène relatif à la personnalisation du lien à l'enfant qui induit l'observation de ses droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant et d'avoir des comportements adaptés vis-à-vis de l'individualité et vis-à-vis du capital, entre guillemets, que représente cet enfant. Donc une combinaison de ces deux phénomènes, phénomène de responsabilité parentale et phénomène relatif à la personnalisation du lien. Aujourd'hui, la protection de l'enfance, avec la recherche de l'adhésion des familles, repose sur le postulat que les chances de réussite de l'intervention augmentent si les parents comprennent les mesures qui sont prises en faveur de l'enfant. Même si les politiques valorisent la protection de l'enfant, la protection de la famille et de l'enfant et tendent vers davantage de collaboration avec les parents, certaines familles s'interrogent, et parmi celles que j'ai rencontrées, s'interrogent fortement sur la place qui leur est réellement accordée. Pour finir, je dirais que les protections judiciaires peuvent être ressenties par certains parents concernés comme parfois des atteintes à l'exercice de leur fonction parentale. Ils ne se sentent pas clairement, nettement mis au cœur du projet pour l'enfant. Et certains parents que j'ai rencontrés dans le cadre de mes travaux se sont parfois sentis démunis. Ils peuvent ressentir de l'injustice, ils peuvent ressentir de l'infantilisation, en tout cas, ils peuvent ressentir, malgré le travail d'accompagnement qui est fait, une forme de violence symbolique. Et certaines familles, puisqu'on parle du pouvoir d'agir de ces familles, vont, pour conjurer cette asymétrie vécue entre professionnels et leur expérience, pour conjurer cette asymétrie, ils vont essayer de se réapproprier des marges d'autonomie. Ils vont essayer de se réapproprier des formes de pouvoir d'agir. Et parmi ces formes de pouvoir d'agir, il y a des mobilisations, des droits de réponse qui vont viser, pour certaines familles dans des cas très difficiles, à réparer leur image. Et réparer leur image, ça va passer par une forme de publicisation de leur situation. Une publicisation médiatisée, alors au sens de rendre public vis-à-vis des médias, mais médiatisée par l'intermédiaire d'outils comme des blogs ou des forums, en tout cas des outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, pour rendre publique leur histoire personnelle et opérer une espèce de contre-expertise. Donc, ces forces de ce que j'ai appelé dans certains travaux la force des liens dématérialisés pour ces familles viendraient répondre à la force du droit des professionnels et au rapport de force que ces familles peuvent juger, dans certains cas, asymétriques. Donc on peut dire, à la lumière de tout ce qu'on vient de développer, que les lois et les dispositifs sont probablement encore perfectibles. Ils ont le net avantage d'avoir été créés, d'être opérationnels et d'être au service des familles et de l'enfant, mais ils sont encore perfectibles parce qu'on assiste aujourd'hui
à une forme de prise ou de reprise de pouvoir ou d'autonomie de la part des familles. Et ces formes de contre-expertise, parfois, ou en tout cas de mobilisation, nous montrent qu'il reste encore du chemin à parcourir. Et ce chemin à parcourir, c'est dans l'intérêt de tous, des familles et surtout des enfants. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Touaria-Gaillard. Bon, on aura avec Stéphane Corbin le triste rôle de régulateur du temps qui, c'est le cas de le dire, a vocation à limiter le pouvoir d'agir des intervenants, mais ce dans l'intérêt collectif. Donc voilà, on fera au mieux, mais bravo et merci à vous pour la prise en compte de ces contraintes. On a d'ores et déjà quelques questions SMS. La parole va vous être donnée dans la salle. Peut-être qu'on peut mettre un petit peu de lumière parmi vous pour vous repérer, ceux qui veulent intervenir. Mais avant cela, un certain Pavot, que d'aucuns d'entre vous connaissent peut-être, a quelques partages de dessins à nous proposer. Pavot. Allô ? Oui, bonjour à tous. Voilà, un petit bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là parmi vous pour la 3e année consécutive. Et puis je fais court, je passe tout de suite au dessin. Alors, oui, à propos des officiels, il y a toujours des officiels qui ouvrent les journées, mais... Ouais. C'est vrai qu'au Touquet, j'ai été un peu déçu, parce que voilà, Manu aurait pu se déplacer, mais bon. Mais tout de même, on a eu le maire du Touquet, donc c'est l'occasion pour moi de faire un peu de géographie locale. Pour ceux qui ne sont pas du coin, Stella-Plage, c'est une ville qui existe vraiment. J'espère que Salvatore Della me pardonnera. Alors ensuite, toujours pour parler de politique, il y a une grande absente, c'est notre nouvelle secrétaire d'État à la protection de l'enfance, qui nous fera regretter, j'imagine, l'ineffable Adrien Taquet. Alors, j'ai le dessin de son entretien d'embauche. Voilà, bienvenue au Knameo, j'en sais rien. Bref, un dernier petit dessin. J'ai imaginé Madame Touaria-Gaillard faisant son enquête sociologique sur l'application de la loi 2002. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci Pavot. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur de connaître Pavot, il s'agit d'un éduc en protection de l'enfance et longtemps d'AEMO qui est devenu dessinateur et que vous pourrez retrouver dans les stands plus haut, qui a publié plusieurs bandes dessinées qu'il se fera un plaisir de vous dédicacer si vous le lui demandez poliment, avec un petit café par exemple. Des questions SMS, disions-nous ? On va attendre qu'elles soient diffusées à l'écran. Alors, oula, c'est loin. Quelle limite entre ce qui est acceptable ou non du point de vue des normes ? Alors, c'est le bac de philo aujourd'hui, donc je serais tenté de dire vous avez 4 heures. Hein, voilà. Peut-on tout accepter de la norme législative et réglementaire ? Si on tente une reformulation, j'espère non tronquée de cette question SMS. Je vais être très, très décevante parce que j'ai absolument aucune compétence pour répondre à une question une question de ce type qui relève voilà, qui imposerait une forme de prescription en fait, et ma réponse serait normative. C'est-à-dire que si je devais donner une réponse sur ce qui est acceptable ou non du point de vue des normes, ça mettrait dans la position de dire ce qui doit être fait ou ne pas fait. Donc ça
ça me met en difficulté, hein. je le dis très, très, très honnêtement, parce que je ne suis pas du tout légitime à pouvoir dire ce qui est acceptable ou non du point de vue des normes. Ce que je peux dire, c'est que la loi a vocation à édicter des normes, à dire ce qui est normal. Alors, par exemple, quelqu'un comme, pas quelqu'un, mais Georges Canguilhem, que vous connaissez voilà, par ses travaux, parce que voilà, il a inspiré voilà, des gens comme Michel Foucault, etc., a écrit un livre sur le normal et le pathologique. À partir de quand ce qu'on fait est normal, à partir de quand ça devient pathologique, à partir de quand est-ce que... voilà, où se situe la frontière. Et donc il donne la définition de ce qui est normal. Et pour lui, il y a 3 axes à ce qui est normal. Il y a, alors là de mémoire, l'axe... statistique, c'est-à-dire ce que l'on observe le plus dans une population donnée, l'axe axiologique, ce qui est axiologique, c'est-à-dire de point de vue vis-à-vis de la morale, ce qui est accepté dans une société, majoritairement accepté dans une société donnée, donc statistique, axiologique, et un axe sanitaire. Le normal, c'est le maintien de ce qui permet de maintenir un corps en bonne santé. Donc un axe sanitaire, un axe axiologique et un axe statistique. Donc être normal, c'est coller à ces 3 axes. Merci beaucoup. On peut peut-être préciser sur Canguilhem que ça a été le premier à affirmer que le médecin n'avait pas tout pouvoir sur son patient et que le meilleur connaisseur de sa santé, c'était le patient. Un écho sans doute à retenir pour nos sujets du jour. Merci beaucoup. Il y avait une deuxième question SMS, je crois. Apparemment pas. Si, la voilà. L'État n'a-t-il pas oublié d'accompagner les pères et les nouveaux modèles familiaux LGBT dans l'évolution des familles suivies en AEMO? De la question genrée dans la protection de l'enfance. Une question très importante. On voit là encore toutes les dernières évolutions en matière de mariage pour tous, de reconnaissance sociale, juridique de toutes les familles. On rappelle l'intitulé du Code de l'action sociale et des familles, qui déjà en son temps rappelait qu'il n'y avait pas une famille. Vous voyez, quand en début d'intervention, je disais que rien n'est normal, rien ne va de soi, tout est construit, il a quand même fallu écrire action sociale, Code de l'action sociale et des familles, pour montrer qu'il y avait plusieurs modes de parentalité. Et que être marié ne suffisait pas que le couple conjugal était... que mari et femme, que le couple parental survivait au couple conjugal et que ça permettait des formes de parentalité différentes. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'histoire, les changements sont encore... le changement de loi est encore très récent. À l'échelle de l'histoire, au moment où on vit ça nous paraît très lent, mais à l'échelle de l'histoire, ça va paraître peut-être court. C'est la prise en considération des nouvelles modalités familiales, de ces pas nouvelles familles, c'est pas nouvelles familles parce qu'elles sont rendues visibles par la loi et par les interventions publiques, etc. Mais ces familles existaient avant qu'il y ait une loi. Progressivement, ça rentrera, ça s'inscrira dans les textes. Mais effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement... aidez-moi. Bref, il faut le prendre en compte. Non seulement le prendre en compte, mais agir quand même un peu, rapidement, puisqu'il y a des enfants derrière ces couples, ces couples parentaux. La loi leur donne une visibilité. La loi légitime l'existence de ces familles. Mais il y a encore beaucoup de chemin là encore à parcourir pour les prendre pleinement en considération. Ok. Dans toutes les dimensions de leur identité. Merci à vous. On va prendre le temps de prendre au moins une question dans la salle s'il y en a une. Est-ce qu'on peut avoir les lumières sur les participants, s'il vous plaît? Ah,
Ils sont là. Alors, y a-t-il des bras levés? Ah, une question devant pour madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a les moyens de lui amener un micro? Oui, le micro chemine. Et le micro est arrivé à bon port. On vous laisse vous présenter avant de poser la question, puis la question. Bonjour, merci pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment très intéressante, très stimulante. Je suis Sarah de Michel Bagnier, je suis doctorante en sociologie à l'université de Caen. Et j'avais une question peut-être un peu naïve et très simple. Dans votre conclusion, vous avez évoqué des formes de mobilisation des familles, aussi des formes de contre-expertise. Et Pardon. Ah oui. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, effectivement, pardon. Alors je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si, on a entendu le début, c'est bon. Ok, pardon. Et j'aurais aimé savoir si vous pouviez en donner un ou deux exemples de ces formes de mobilisation. Vous avez parlé de formes de publicisation de ces mobilisations. Voilà. Oui, merci de votre question. Effectivement, certaines familles que j'ai rencontrées dans le cadre de ma thèse sur la protection de l'enfance, donc je l'ai dit, hein, il ne s'agit pas d'être caricatural, il y a des familles qui vivent l'intervention de façon très difficile, qui sont totalement opposantes, fermées, et qui vivent ça comme une contrainte, une infantilisation, parfois même de la persécution, et à l'autre bout, des familles qui demandent elles-mêmes l'aide, et notamment en milieu ouvert, qui rencontrent beaucoup de difficultés avec leurs enfants dans le milieu scolaire, etc., et qui sont vraiment non seulement preneuses, mais qui viennent demander de l'aide et qui soufflent à la suite d'une intervention. Il y a des propos très forts de certaines familles qui disent que pour moi, l'assistante sociale, l'éducateur, c'est plus que ma famille, etc. Donc voilà, il ne s'agit absolument pas d'être monolithique en disant que tous les parents sont opposés et détestent l'aide sociale à l'enfance. Loin de là, loin de là. Mais en revanche, ceux qui ont vraiment des difficultés, ils peuvent aller loin dans leur argumentation. Alors, certains vont se sentir complètement démunis et complètement isolés. Et donc, on va les rencontrer et là, ils nous disent très clairement tout ce qu'ils ne supportent plus dans leur position d'infériorité et de dominer dans la relation avec les travailleurs sociaux. Et d'autres vont se dire, on peut avoir joué le jeu, entre guillemets, de l'intervention, et vont se dire, maintenant que je n'ai plus les moyens de me battre, entre guillemets, d'égal à égal avec les professionnels, ben, je vais inventer une nouvelle façon de faire, une forme de contre-expertise. Ça signifie que je vais essayer de retourner le stigmate, puisque, d'accord, j'ai accès à mon dossier, d'accord, il y a des audiences, mais dans les audiences, il n'y a pas réellement de contradictoire. Donc je ne peux pas venir avec un avocat. Eux, ils ont le juge, les procureurs, etc. Et moi, je suis seule. Et de toute façon, je suis le mauvais objet. Donc, je vais réparer mon image. Certains veulent réparer leur image. Et réparer l'image, ça passe par un phénomène. Certains l'ont vraiment analysé et le mettre en œuvre comme ça passe par ce que Luc Boltanski a appelé la dénonciation. Ça veut dire quoi, la dénonciation, dans un des articles qu'il a coécrit avec d'autres auteurs? La dénonciation, ça signifie départir, enlever d'une situation singulière tout ce qui est justement singulier et qui rattache à l'histoire de la personne pour en faire un problème général qui peut être dénoncé au nom d'un principe général. En l'occurrence, pour les parents d'enfants protégés, la dénonciation va porter sur le fait que je suis parent, j'ai porté l'enfant, dans le cas de la mère, c'est moi qui suis la mieux placée, ce sont les parents qui sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour leur enfant. Et donc certains vont porter cette revendication, soit par le biais de forums, de blogs, de ce que j'ai appelé la force des liens dématérialisés, c'est-à-dire que chaque parent d'enfant protégé vit sa situation de façon vraiment atomisée, un peu seul, en étant tous les regards un peu négatifs qui convergent sur lui. On lui a retiré ses enfants, c'est le mauvais parent.
entre guillemets, hein, bien sûr, c'est l'imaginaire collectif et l'impression qu'il peut avoir ou elle peut avoir de lui. Donc, retourner ce stigmate et publiciser pour avoir aussi d'autres expériences et se dire que à nous tous, on est plus fort. L'association, par exemple, ATD Quart Monde, peut avoir des propos un peu similaires en disant que, par exemple, il peut y avoir des placements d'enfants qui sont faits uniquement sur des considérations économiques et que voilà, les parents ne peuvent pas exercer leur fonction parentale, on les juge comme incapables. Mais si on réparait les problèmes économiques, on pourrait leur donner les moyens d'agir. Bref, donc ils peuvent accompagner des familles pour les aider à se constituer pour porter cette parole-là. Le Fil d'Ariane, une association dont vous avez probablement entendu parler, œuvrait elle aussi pour accompagner les familles dans leur, entre guillemets, stratégie de présentation, dans leur façon de présenter leur discours et dans l'accumulation des expériences qui fait que je ne suis pas tout seul, à nous tous, on va être plus forts. Et les forums qu'ils avaient créés, c'était un chat notamment, permettait à ces familles un peu d'analyser les pratiques finalement, d'analyser elles-mêmes leurs pratiques en disant je ne comprends pas ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois faire, donc de conseils, de pratiques. Et puis d'autres vont avoir des actions plus médiatisées. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.